est-ce que tu acceptes qu'on t'enregistre et qu'on utilise tout ce qu'on dit pour notre travail dans notre projet de management? Oui, tout à fait. Est-ce que dans un premier temps, tu voudrais que je me présente? Oui, s'il vous plaît. Je suis Annie Laverdure. Je suis coordonnatrice au niveau des archives médicales du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Le CIUS regroupant les CLSC, CHSLD, ainsi que 3 hôpitaux de l'Est de l'île. Donc, moi, je suis gestionnaire depuis 2006 et voilà. Ouais, beaucoup d'expérience. Pas mal. En quelques mots, est-ce que tu peux me résumer en quoi ressemble une journée de travail? Depuis la fusion en 2015, on peut dire que c'est un peu fou. C'est une course perpétuelle dans la journée. Moi, en gros, je gère 40 personnes, en plus de gérer 4 gestionnaires et d'avoir différents dossiers sur lesquels je travaille. Donc, ça n'arrête pas. Je saute d'un dossier à l'autre et c'est constamment comme ça, là. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail? En fait, ce qui me motive beaucoup, moi, c'est d'amener mon service à un autre niveau, d'être vraiment présent sur le terrain pour l'ensemble des partenaires avec lesquels je travaille. En étant au niveau des archives, mon travail, le dossier du patient est au cœur de tous les processus de l'organisation. Donc, c'est comment je peux faire, moi, dans mon secteur, pour pouvoir aider l'ensemble des autres partenaires, qu'on parle des services à domicile, qu'on parle de la périnatalité, donc tous les secteurs qui sont soit dans les CLSC ou les hôpitaux, à pouvoir utiliser le dossier de la meilleure façon. Super. C'est quoi la vision de votre organisation, dans tes mots? Ben, en fait, je pense que mon organisation veut être près des usagers de son territoire, veut offrir des services de qualité, veut être accessible pour les usagers. Donc, on travaille beaucoup. Tous les dossiers d'accessibilité sont extrêmement importants pour l'organisation. Comment on fait pour rendre des services de qualité, de proximité à l'ensemble des usagers de notre territoire? Vraiment, tout est axé sur le client. Tout est axé sur le client. Le client est au cœur de tout ce qu'on fait. OK. Comment est-ce que vous appliquez votre rôle de gestionnaire au quotidien? Ben, en fait, mon rôle de gestionnaire, dans un premier temps, se situe, normalement, ça ne devrait pas être le cas, là, mais comme coordonnatrice, je devrais vraiment être au niveau des différents projets de l'organisation. Malheureusement, avec la fusion, on a des gestionnaires qui doivent gérer plus de 6 sites, ce qui fait qu'un 7e site, c'est comme un peu trop. Donc, moi, je gère quand même une trentaine de personnes, 30-40 personnes là, au quotidien. Donc, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la gestion aussi des ressources financières de l'ensemble du service des archives, c'est la gestion de tous les projets d'évolution de notre organisation. Je suis au cœur de tout ça pour voir comment on peut aider l'organisation dans les processus à être plus efficiente et à offrir un service de qualité. Un de mes mandats dans l'organisation, c'est aussi tout le respect des normes de confidentialité liées au dossier du patient. Donc, je travaille beaucoup à ce niveau-là, la tenue des dossiers, comment on peut faire en sorte que notre organisation répond vraiment à son mandat légal, parce que le réseau de la santé est visé par des lois et règlements qu'on doit faire appliquer, et c'est souvent mon secteur qui est le mieux placé pour pouvoir soutenir l'ensemble des équipes dans l'appropriation là, de ces différentes règles-là légales. Comment se répartissent les tâches dans l'entreprise, dans l'organisation? Ben, en fait, c'est pas tant des tâches qui sont réparties plutôt que des niveaux de gestion ou de tâches qui existent. Comme je vais vous parler plus dans mon secteur à moi. Mon secteur est divisé en trois grands secteurs. Donc, tu as HMR, il y a Santa Cabrini, puis il y a tous les autres sites qui seront sous peu regroupés dans un seul et même centre, donc les CLSC, CHSLD et l'Institut universitaire en santé mentale. Dans notre secteur à nous, j'ai des agents administratifs qui sont, par exemple, responsables de la sortie des dossiers, de la numérisation des documents.
J'ai également les archivistes médicales qui, elles, sont responsables de répondre aux demandes d'accès à l'information. Elles sont également responsables de codifier les maladies et diagnostics dans un système qui est à la RAMQ et qui permet au ministère, après ça, de faire le financement axé sur le patient à partir des données qui auront été saisies par les archivistes. Par la suite, on a également des agents administratifs en soutien au secteur, ainsi qu'une spécialiste en procédés administratifs. Donc, on est vraiment sur le terrain. Au-delà de ça, après ça, tu tombes au niveau des cadres intermédiaires qui, eux, sont responsables de la gestion courante du service. Donc, de s'assurer que les tâches des gens, que les gens sont en place, qu'ils ont des rôles et responsabilités, que ces rôles et responsabilités-là sont suivis. Et donc, ces personnes-là assurent le contrôle. Et au-delà de ça, donc ça, c'est les chefs de secteur et de service. Donc, et moi, je suis coordonnatrice. Au-dessus de moi, il y a la directrice adjointe qui, elle, relève de la directrice des services professionnels pour ensuite relever du PDG du CIUS de l'Est. Dans pas mal toutes les organisations, c'est un peu des groupes de gens qui travaillent ensemble, comme mettons, si tu dis les archivistes, c'est des groupes de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. Oui, tout à fait. Dans toutes les organisations, c'est pas mal comme ça. Okay. Quelles actions sont prises pour faciliter la communication et la coordination entre les membres de l'organisation? En fait, je pense que ça, c'est le plus gros défi de l'organisation actuellement. Considérant la grosseur de notre organisation, le nombre de services, le nombre de points de chute, la communication est un enjeu constant. La distance aussi, j'imagine? La distance aussi. En fait, on a quasi 40 installations, donc de communiquer, là, c'est tout un défi. Il y a différents moyens qui sont mis en place, que ce soit un journal interne. Là, on a un élément de note de service là, qui apparaît sur l'intranet. Donc, toutes les notes de service sont diffusées via l'intranet. Mais encore là, c'est un défi d'aller les voir parce que dans un contexte où on a 40 installations, on s'entend qu'il n'y a pas 3 notes de service par semaine. Là. Il y en a plusieurs, donc il y a différents moyens là, qui sont mis en place pour essayer de faciliter cette communication-là. Bien entendu, on vise le top-down, donc l'information passe au niveau des directeurs pour passer ensuite au niveau des coordonnateurs qui les refilent aux chefs de service, aux chefs de secteur et par la suite à l'ensemble des membres du secteur concerné. Ça va être soit par affichage, on essaie également dans nos rencontres, soit hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec nos équipes, de transmettre ces informations-là pour que les gens soient au courant. Ça va prendre du temps des fois que l'information se rende du haut jusqu'en bas. C'est un défi. C'est un défi quand même. C'est un réel défi. Ouais. Vu la grosseur de notre organisation, c'est quelque chose. Qui participe à la création de nouvelles idées? Je ne peux pas parler pour les autres gestionnaires, je vais parler pour moi. Dans mon cas à moi, tout le monde peut être initiateur de nouvelles idées. Je pense que ça prend un gestionnaire qui est super ouvert pour pouvoir arriver à ça. Faut que le gestionnaire soit très confiant qu'une personne ne viendra pas comme l'écraser. Moi, j'ai pas peur de ça. Et quand les gens me confrontent avec des nouvelles idées, je suis toujours capable d'aller voir plus loin et me dire « Hey, ouais, c'est une bonne idée. Puis si on rajoutait telle affaire... » Donc, mais tous mes employés le savent qu'ils peuvent amener des nouvelles idées. Puis je suis très à l'écoute. Mais ça prend vraiment une ouverture en bout de ligne. Il ne faut pas que tu écoutes juste pour écouter puis jamais rien faire avec. Donc, il faut que tu sois capable d'aller de l'avant puis de dire OK, c'était vraiment une bonne idée. Comment on peut l'actualiser maintenant? Et de laisser la chance aux gens dans le secteur de dire ben oui, vous avez une bonne idée, mais maintenant, comment pourrait-on faire pour l'actualiser à coût nul, parce que dans le réseau de la santé, hein, on travaille avec le financement qui vient de la base, donc qui vient de moi, qui vient de vous quand vous payez vos impôts. Donc, comment peut-on faire
pour actualiser des idées qui vont faire en sorte que ça va avoir une plus-value sans avoir coûté des sommes importantes. Donc, on est pas mal là-dedans, mais je pense que ça dépend vraiment de chaque gestionnaire. Des fois, des gestionnaires se sentiront menacés par les nouveautés. Alors, je pense que c'est vraiment du personnel, mais moi, je pense que tout le monde peut participer à la création de nouvelles idées. Ouais. Mais dans le fond, il faut vraiment juste être ouvert à... Peu importe qui te donne une idée, à être ouvert à accepter l'idée, puis prendre ça comme un challenge, puis voir un peu les points positifs, comment on négatifs. Peut faire mieux. Peux... C'est ça, il ne faut pas se sentir attaqué par une nouvelle idée. Et dans le fond, une nouvelle idée, c'est une façon d'aller plus loin, puis de progresser dans l'organisation, puis d'amener notre service à un autre niveau. Il ne faut pas penser qu'on est tout seul dans l'organisation à avoir des idées. Donc, tout le monde peut en avoir. Donc, comment on peut s'arranger pour que ce soit une plus-value pour l'organisation? Et c'est toujours ça qu'il faut regarder. Si, admettons, il y a un archiviste qui t'apporte une nouvelle idée par rapport à son domaine, tu sais que c'est sa job, est experte dans son domaine, puis si elle t'apporte une nouvelle idée, c'est sûr que ça peut déboucher et être quelque chose de positif. Là. Absolument. Dans le fond, ça permet de confronter ce qui se fait actuellement versus ce qu'on pourrait faire. Puis là, tu es capable à ce moment-là de mettre les gens ensemble et de dire, bien, on a eu cette idée-là, vous voyez ça comment? Comment qu'on pourrait actualiser ça? Ça ferait-tu du sens? Donc, ça permet d'aller questionner. L'enjeu, il est souvent sur le fait que les gens sont habitués de faire une tâche. Ouais. Donc, ils voient pas, ils l'ont toujours fait, ça s'est toujours fait comme ça, donc c'est correct. Ou ils ont peur du changement aussi, des fois. Oui, il y a beaucoup la peur du changement, mais c'est beaucoup aussi, tu te questionnes pas sur comment tu le fais. Tu l'as toujours fait de même, puis c'était correct, puis on continue de même. Aujourd'hui, on peut plus se permettre ça parce que ça faut donner plus avec moins. Ouais. Donc, il faut se questionner sur ce qu'on fait. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on le fait toujours de la bonne façon? Si on le fait, pourquoi on le fait? Donc, il faut vraiment aller se questionner. Puis là, quand tu as la réponse sur chaque petit point, puis quand ta réponse est « Ah, ben, on ne sert pas de ça. » Ben là, tu peux déjà te questionner sur c'est quoi la pertinence de la tâche que tu fais. Tu l'as toujours fait, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu as la chance de faire autre chose. Donc, mais ça fait peur aux gens. Ouais, ça fait peur aux gens de dire hey, on abandonne une tâche parce qu'ils se disent ah mais là on n'aura plus rien à faire. Non, on va faire autre chose. On va faire autre chose qui va être beaucoup plus pertinent et important pour l'organisation. Mais pour ça, il faut délaisser des trucs qu'on faisait qui n'ont pas de plus-value. Non, c'est ça. Comment l'organisation crée-t-elle un climat propice à la création et au partage de connaissances? Bien, encore là, je pense que ça c'est pas tant l'organisation que les gestionnaires eux-mêmes. Je pense qu'il faut donner la chance, quand tu as des gens qui ont des expertises, de pouvoir le partager avec d'autres, d'aller faire en sorte, d'essayer d'amener les gens à voir plus loin, puis à voir, à leur donner une vision. Je pense que c'est ça qui est important, parce que les gens sont habitués de travailler dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas comme de vision de qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et donc, c'est sûr qu'une grande part du travail du gestionnaire, c'est d'amener une vision de où on verrait le service. Comme actuellement, dans mon organisation, on a beaucoup de difficultés avec la saisie des statistiques qui sont faites dans les secteurs par les intervenants eux-mêmes. Donc, on est en train d'essayer de développer une équipe qualité qui va avoir pour mandat d'aller soutenir la pratique dans les différents secteurs. Mais pour ça, il faut arriver à ce que à développer cette équipe-là, mais qu'elle ait des silos particuliers. Donc, une équipe va s'occuper des services à domicile et des déficiences intellectuelles. L'autre équipe va s'occuper des services généraux. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait un partage de connaissances. Il faut que cette équipe-là travaille beaucoup en interaction. Puis qui voit aussi, parce que là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éclater des silos. Avant la fusion, on avait 3 C3S. Donc, j'avais 3 CLSC d'un bord, 3 CLSC de l'autre et 2 CLSC de l'autre bord. Chacun a sa vision. Chacun avait ses façons de faire. Même si on avait des normes, il reste qu'il y avait des façons de faire différentes par silo. Et le fait d'être en silo, on n'est comme pas capable de les amener à travailler ensemble. Donc, de là, le déménagement aussi qu'on va faire, où est-ce qu'on va regrouper les CLSC, CHSLD et l'Institut universitaire en santé mentale, c'est justement pour éclater ces silos-là, pour faire en sorte que la personne, là, elle ne regardera pas son ancien site, son ancienne installation, mais elle va regarder, moi, j'ai la responsabilité
des services à domicile pour le CIUS. Donc, comment je fais maintenant pour actualiser ça? On est pas mal là-dedans. C'est en travaillant vraiment en collaboration, en élaborant aussi beaucoup des modèles de processus qui sont transversaux. Et là, on est capable de dire, mais là, il y a un silo là, il y a un silo là, on ne fonctionnait pas pareil. Donc, comment maintenant, c'est quoi qu'on se donne comme moyen, comme organisation pour avoir un processus? Ouais. Vraiment s'assurer que tout le monde a la même vision puis le même objectif. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on va le faire beaucoup par le biais de comités. De comités de travail. On rencontre nos équipes pour vraiment faire en sorte là, que, on leur partage notre vision. 2, on leur partage aussi ce qu'on voit comme fonctionnement. Et à partir de là, eux autres sont capables de venir confronter. Puis là, on fait bonifier le processus dans le fond. Je pense qu'on est pas mal là-dedans. Quels moyens avez-vous pour connaître la satisfaction des employés de votre organisation? En fait, à l'heure actuelle, on n'a pas tant de moyens pour le connaître, sauf de leur demander leur impression, d'essayer d'aller voir là, qu'est-ce qu'ils voudraient changer comme fonctionnement. Je pense que quand on regarde, par contre, les taux d'absentéisme, ça nous donne déjà une indication pour voir si ça va bien ou pas au niveau de la motivation des employés. Donc ça, c'est un des éléments qui est un atout pour nous de voir si on a beaucoup d'absentéisme, il faut se poser des questions. Puis à ce moment-là, il faut aller creuser davantage pour essayer de comprendre la réalité. Dans certains cas, c'est pas tant la motivation, c'est vraiment des problèmes physiques. Mais dans d'autres cas, ça peut être la motivation. Il faut être assez alerte pour repérer les gens qui pourraient avoir des problèmes de motivation. Dans certains cas, tu vas faire affaire avec des employés qui sont difficiles. Dans d'autres cas, c'est des employés qui sont en difficulté. Il faut que tu sois capable de faire la part des choses et de voir qu'est-ce qui est vrai du faux là-dedans. Donc, et pour pouvoir garder ces employés motivés-là, moi, un des éléments, je monitore énormément d'informations. Donc, je vais vraiment chercher des indicateurs de fonctionnement. Et j'essaie de voir comment on peut les amener à un autre niveau. Par exemple, je vais monitorer, on avait des journées de retard en audit de qualité sur des dossiers. Donc, on a réussi à ramener ça. On est parti de quasiment 1 an à 0 jour. Mais tout ça se fait en mettant des objectifs clairs, mais réalistes aussi. Donc, les employés, souvent, ce qu'ils voient, c'est qu'on veut les amener à réussir à monter la montagne, mais tu ne peux pas les amener à monter la montagne s'ils n'ont pas franchi une première étape. Donc, il faut morceler le travail tout au long du parcours en petites étapes pour avoir des gros gains, puis avoir des réussites qu'on peut dire bravo gang. Et ça, c'est une des façons de les garder motivés. C'est comme un peu un escalier, tu veux gravir les échelons un par un. Puis... C'est ça. Puis si tu leur montes la montagne, t'es fini, ça marche pas. Toi, tu le sais, c'est quelle montagne qu'ils doivent franchir. Faut que tu sois capable de la subdiviser, ta montagne, puis d'essayer d'y aller en priorité, d'y aller de façon réaliste aussi. Si tu penses que ta montagne, tu vas la monter en 2 jours, tu n'es peut-être pas réaliste. Donc, il faut vraiment que tu regardes ce que les gens sont capables de faire pour pouvoir avoir des réussites. Donc, ça, c'est un des éléments. De monitorer. Je vais prendre un exemple. À Saint-Léonard, actuellement, j'ai beaucoup de retard en assurance qualité. On en a pour quasi 300 jours. Mais chaque 25 jours, là, c'est un gain, là. Et chaque 25 jours, je dis « Hey, bravo gang, on a réussi à ramener ça de moins on a baissé de tant de jours. Bravo, on lâche pas, je sais que vous êtes capable. Et ça, c'est un des gros éléments. Il faut être capable de faire Il faut qu'ils se sentent accompagnés aussi. Oui, il faut qu'ils se sentent accompagnés. Il faut qu'ils sentent que c'est important pour nous aussi, que c'est un élément important du travail, qu'ils doivent le faire. Donc, et d'être capable aussi d'être à l'écoute. Donc, quand ils ont des choses qui ne marchent pas, parce que ce site-là a beaucoup d'éléments sur lesquels on accroche, donc, il faut être capable de dire, OK, on a ces enjeux-là. Effectivement, si on agit là, on va améliorer notre délai, ça va aller beaucoup plus rapidement.
Donc, il faut être assez sensible à repérer les situations d'optimisation. OK. Puis des situations qui vont faire la différence. Parce que des fois, tu peux essayer de dire, hey, on va tout améliorer de front, on peut pas. Mais c'est quoi l'élément qui est le plus, je veux dire, perturbateur ou qui va venir jouer sur le rôle sur le feeling des gens là, quand tu travailles. Tu sais, quand tu restes avec l'appétit en disant, oh, encore ça, c'est jamais le fun parce que ça, t'avances pas quand tu es dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est vraiment de dire, cet élément-là, c'est vraiment un irritant. Et si on le règle pas, ça mine la motivation des troupes. Donc, on va le régler. Et là, tu règles une affaire à la fois. Et on s'entend qu'au niveau du dossier, c'est un petit élément à la fois, mais c'est ça qui va faire la différence. Puis, il faut que tu sois capable de repérer le petit élément qui va faire toute la différence pour ton équipe. Faut vraiment que tu arrives à leur apporter la vision que si, admettons, vous avez 300 jours de retard, s'ils réussissent à rattraper 25 jours, c'est yes, on a rattrapé 25 jours, à place de se dire, ah mon dieu, il nous reste 275 jours. C'est juste la vision qui doit être positive pour. Ben, exactement, c'est d'apporter une vision positive, mais aussi d'être à l'écoute des difficultés qu'ils vivent. Parce que s'ils en sont arrivés là, il y avait une difficulté qui était vécue. Donc, il faut être capable de l'entendre, il faut être capable d'essayer de trouver quel est l'élément de cette problématique-là qui vient nuire au travail. Comment on peut maintenant l'adresser et le changer? En ramenant, moi j'ai ramené tout mon monde du Centre de numérisation Saint-Léonard à l'Institut universitaire en santé mentale pour les avoir plus près de moi parce que justement, il y avait plein de choses qui marchaient pas. Et ça m'a permis de constater plein d'éléments. Et là, à chaque élément, j'interviens auprès des secteurs concernés. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qui ne marchent pas et qui viennent nuire. Dans le fond, c'est des roches dans l'engrenage. Mais tu enlèves une roche à la fois. Tu ne peux pas dire, je vais tout nettoyer l'engrenage. Toi, tu dois continuer à rouler quand même. Mais en bout de ligne, tu vas y arriver quand même. Mais c'est un petit élément. Mais c'est quoi la plus grosse roche dans toutes les roches que vous avez? Puis, quand j'avais fait mes cours d'université, au niveau des préoccupations, ce qu'on nous disait, c'est quand tu veux savoir c'est quoi qui préoccupe le plus les gens, là, on nous disait, il faut que tu poses la question, qu'est-ce qui te préoccupe le plus aujourd'hui en lien avec ce projet-là? Mais le aujourd'hui prend tout son sens. Parce que je peux en avoir plein des préoccupations. Mais aujourd'hui, là, c'était quoi l'élément qui a été le plus problématique qui fait que ça vient miner les troupes? Puis l'autre élément, il faut que le gestionnaire soit présent. Et ça fait toute la différence dans la motivation des troupes. Quand tu es présent, que tu es à l'écoute, tu vas le dire, je ne suis pas capable de régler ça tout de suite. Là. Ça, je peux pas parce que j'ai ça à faire. Puis il faut que je m'attache avec plein d'autres mondes. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Par contre, je vous entends, je vais revenir. Faut pas qu'il y ait le sentiment d'être tout seul dans ce bateau-là. Absolument. Il faut qu'il y ait un capitaine de bateau. C'est moi le capitaine de bateau. Parfait, ça. Qui a la responsabilité de préparer les embauches et les entrevues du personnel? En fait, au CIUS de l'Est de Montréal, les embauches sont vraiment faites par la direction des ressources humaines. Par contre, quand on est dans des secteurs ultra spécialisés comme le mien, c'est sûr que c'est nous qui préparons les questions parce qu'on sait quel genre de gens on veut aller chercher. Et c'est la même chose là, pour toutes les descriptions de tâches et tout. Là, ça vient vraiment de notre secteur à nous. C'est nous qui avons préparé les tests qui sont faits en plus des entrevues parce que c'est tellement spécialisé qu'il faut vraiment être capable d'aller chercher. Quand on parle d'un archiviste médical qui a des rôles au niveau légaux, on s'entend que la direction des ressources humaines n'est pas capable mettons de créer un test qui est créer vraiment... un test ou l'analyser aussi. Parce que l'analyse d'une perception légale, ça peut différer. Il faut que tu connaisses l'élément légal pour pouvoir l'interpréter. Donc, c'est pour ça qu'on est partie prenante des processus. D'ailleurs, entre autres, au niveau des agents administratifs, quand la direction des ressources humaines embauchait, on vivait beaucoup de difficultés. C'est que les gens qui étaient embauchés ne répondaient pas à nos attentes. Et la perception de la direction des ressources humaines n'était pas suffisamment
Ils comprenaient pas suffisamment ce qu'on faisait sur le terrain, puis la complexité que les gens qui nous embauchaient répondaient pas aux besoins. Ouais. Puis on faisait juste les mettre dehors. Donc, on les embauchait, on faisait la période de probation et ça marchait pas. Et là, on les mettait dehors. Donc, ça a été énormément d'investissement de la part des équipes. Perte de temps aussi. Donc, de plus en plus, il y a toujours des gestionnaires qui sont partie prenante des entrevues. Au niveau de l'embauche et des entrevues en soi, par la suite, il y a comme tout le volet de l'évaluation en période de probation. Je dirais que nos évaluations en période de probation, ça permet à l'employé, premièrement, de savoir où est-ce qu'il se situe par rapport à nos attentes. Mais pour ça, il faut avoir mis dans nos secteurs des attentes claires. Donc, je m'attends à quoi à la première semaine? Je m'attends à quoi à la deuxième semaine? Avec des faits. Donc, quand tu déclines tous tes éléments qui te permettent de dire, ben là, la première semaine, je m'attends à ça, ben si c'est pas atteint, tu es capable de le dire. Si c'est pas acquis, tu es capable de dire, ben ça, cet élément-là, ça marche pas. Et ça te permet de voir si la personne, elle va fitter dans ton organisation puis dans ton secteur. Ça peut progresser aussi. Si elle peut progresser aussi, ou si c'est tellement complexe que ça marche pas. Mais il reste que pour ça, et ça va être la même chose dans l'ensemble de la jurisprudence est tellement particulière maintenant là, qu'il faut vraiment que quand tu embauches des gens, que faut que tu aies des faits, mais des faits doivent être balisés en fonction de tes attentes. Donc, c'est quoi les faits que la personne n'a pas rencontrés? Moi, je le divise en deux, le savoir-être, le savoir-faire. Parce que le savoir-être, c'est toujours en retard, j'ai un problème. Si elle crie après le monde, j'ai un problème. Donc, c'est quoi mes attentes, moi, à l'égard de ça? Qu'est-ce que je m'attends que la personne... Comment je m'attends à ce que la personne réagisse dans mon organisation? Ça a de l'air bien niaiseux d'aller jeter son bac de confidentiel dans la poubelle du confidentiel à tous les jours. Parce que le gars de la poubelle, lui, des fois, il ramasse. Ben, on part de loin, mais la personne, ça ne sait pas. Si j'y dis pas, elle ne saura pas. Donc, il faut que j'y dise. Et ça, après ça, je suis capable de mesurer parce que je lui ai nommé un élément spécifique auquel je m'attendais. Puis je le subdivise vraiment en savoir-être, savoir-faire, ce qui fait que quand j'ai à dire qu'une personne ne répond pas aux attentes et qu'à ce moment-là, je mets fin à une probation et que je fais une fin d'emploi, bien, je suis vraiment outillée pour pouvoir faire la fin d'emploi parce que maintenant, il y a de la jurisprudence qui fait en sorte que même si tu n'es pas syndiqué dans les 45 premiers jours de ta probation, ben, tu as quasi les mêmes droits. Et c'est comme si, à partir du moment où j'ai signé ta lettre d'emploi, ben, tu es employé, puis il faut que je te traite comme un syndiqué. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus faire de distinction, et même si c'est quelqu'un qui arrive, qui est sur une liste de rappel et qui n'est pas syndiqué encore, n'est pas représenté par le syndicat, au niveau des normes du travail, c'est très sévère. Tu vas être vraiment outillé pour mettre quelqu'un dehors. C'est ça, exactement. Mais aussi pour dire, hey, OK, c'est good, ça va bien, ça va bien. Fais attention à tel élément. Il te reste ça à améliorer. Donc, la personne, plus tu vas lui nommer les éléments sur lesquels il faut qu'elle s'améliore, s'en rappeler, plus ça va bien aller. Parce que si elle ne le sait pas, elle ne le fera pas. C'est ça. Donc, l'important, c'est qu'elle le sache. Voilà. Quel est le taux de roulement des employés de votre organisation? Au niveau du taux de roulement, je pense qu'il est quand même... je peux pas le dire pour l'ensemble de l'organisation. Je peux pas le dire non plus pour mon secteur. Ça bouge beaucoup. Ce qui est difficile, c'est beaucoup les gens qui sont sur des listes de rappel. Parce que ceux qui ont des postes, pour ma part, dans mon secteur à moi, j'ai pas de taux de roulement tant que ça. Donc, c'est sûr que là, je dirais que c'est plus difficile au niveau des agents administratifs. C'est moins des techniciens. Donc, eux autres, chez nous ou ailleurs, ça fait la même chose. Donc, c'est sûr qu'eux autres ont plus tendance à bouger dans l'organisation. Mais je pense qu'à partir du moment où les gens rentrent dans notre organisation, ils restent quand même. C'est davantage au niveau, c'est ça, tout le roulement de la liste de rappel que c'est difficile. Mais c'est ça. Je pense que ceux qui ont des postes, ils s'arrangent pour les garder ou sinon, ils appliquent sur d'autres postes. Mais un coup, tu es rentré dans le CIUS, tu ne veux pas partir nécessairement. Avec toute la liste, mettons, que tu fais quand tu embauches quelqu'un, tu sais vite si elle va fitter dans le poste ou si elle va pas fitter, puis tu vas savoir si tu peux la renvoyer ou pas. Oui. L'enjeu qu'on a, par contre, c'est beaucoup que moi, je le fais.
Ouais. mais tous les gestionnaires ne le font pas. C'est ça. Donc, souvent, on va se ramasser avec des gens où c'est des gens qui sont là depuis des lunes et que là, aujourd'hui, tu te ramasses sans bien dans ton secteur. Là, tu fais comme, ouf, OK, Non. on part de loin. D'accord, il faut qu'on l'amène à... Mais cette personne-là est probée, puis déjà comme dans l'organisation depuis fort longtemps, là, donc tu fonctionnes avec. C'est pas tant le taux de roulement, par contre, parce que le taux de roulement, c'est vraiment au niveau de l'organisation, c'est les départs, puis c'est les arrivées. Je peux pas dire qu'on en a tant que ça dans mon secteur. OK. Un coup que les gens sont rendus, surtout que nous, on est assez captifs. Au niveau des archivistes médicales, surtout, c'est très captif. Ou bien tu es chez nous, ou bien tu es au sud du nord ou au sud centre-sud. OK. Ou sinon, tu es sur les extrêmes. Donc, il y a plus, c'est plus 8 installations. Avec la fusion, c'est ça que ça l'a amené. C'est que mon monde qui était dans une installation ne changeront pas pour l'autre installation. On est dans la même installation. Ouais. Donc, si tu changes, ça va être à l'interne, mais tu n'es plus dans un taux de roulement extérieur. OK. Fait que, avec 5 CIUS sur l'île de Montréal, 5 va employés, c'est 5 employeurs et non plus 26 employeurs. Fait qu'on vient de changer la donne. Là. OK. Super. Quel changement avez-vous observé avec la nouvelle génération d'employés de 25 à 35 ans? En fait, j'ai pas tant noté de changement à part je vais dire peut-être pas l'implication, mais l'appartenance. L'appartenance des employés à une organisation. Aujourd'hui, les gens ne sont plus là pour rester pendant 35 ans ou 45 ans. Là. Ils sont là, ils passent, et si ça ne fait plus, ils vont ailleurs. Comme je disais tantôt, avec le fait qu'on est maintenant 5 employés, 5 employeurs au niveau de Montréal, ça vient changer la donne parce que là, les gens ne peuvent plus changer aussi facilement. Je dirais que c'est beaucoup aussi l'adaptabilité que le gestionnaire doit avoir pour répondre aux besoins. Surtout les 25-35, c'est des jeunes familles. Ils trouvent ça difficile de travailler puis d'avoir des horaires fixes. Donc, ça va être beaucoup d'essayer de voir comment on peut aménager leur horaire pour répondre à leurs besoins. Tout en les stimulant. Fait qu'on est beaucoup là-dedans, alors que dans la plus vieille génération, tu appartenais à ton organisation, puis tu voulais rester là toute ta vie. Tu voulais rester là. Et tu étais beaucoup plus... tu te posais pas les questions que les jeunes se posent aujourd'hui, puis je sais pas comment le dire, là, mais ils sont peut-être moins mobilisés, les jeunes, aujourd'hui. Faut les pousser un petit peu plus. Dans le temps, là, on était là pour travailler. Aujourd'hui, là... Faut plus les motiver. Faut être là pour les motiver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut leur faire comprendre aussi qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont un travail, ils ont une responsabilité à l'égard de ce travail-là, et c'est ça qu'ils s'en viennent faire. Alors que, oui, ils ont un côté personnel qui est là aussi, qui est présent, mais ça ne doit pas prendre toute la place. Au travail, je te paye pour une prestation et je m'attends à avoir un résultat. Et ça, c'est peut-être là où les gens, c'est pas nécessairement la catégorie 25-35, les gens sont pas habitués de travailler par résultat. Donc, on travaille, on y va pas trop vite, mais ça marche plus, ça. Aujourd'hui, là, il y a des quotas à répondre. Moi, là, si demain matin, on mettait une firme privée pour venir travailler à côté de nous autres, là, c'est sûr qu'on serait pas performant. Fait qu'il faut amener tranquillement pas vite les gens à dire, ben il faut qu'on se regarde au niveau de la performance et de l'efficience. Et on n'est pas là pour se tourner les pouces. Et les horaires, ben oui, c'est malheureux, mais tu as un horaire de telle heure à telle heure, puis il faut que tu sois là de telle heure à telle heure. Mais là, il essaie de négocier. C'est beaucoup ça aussi, le 25-35, là. C'est « Ah oui, mais là, je pouvais pas arriver. » Puis c'est toute la négociation. Mes plus vieilles, ils arrivent à l'heure, ils repartent à l'heure. Tu négocies même pas, tu n'as même pas besoin. S'ils arrivent en retard, c'est une exception. Alors que les plus jeunes, c'est comme plus de difficulté à s'organiser. On dirait qu'ils organisent plus leur vie personnelle, puis ils organisent le travail autour de ça à place de c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Ça ressemble pas mal à ça. Tu te connais, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel outil utilisez-vous pour évaluer le rendement de vos employés? On en a un peu parlé déjà, mais... En fait, il y a deux choses. Premièrement, tu as l'évaluation de probation quand c'est du nouveau monde. Il y a aussi les évaluations de contribution. Donc, normalement, ces évaluations-là se font
dépendamment de la volumétrie de monde qu'on a dans nos organisations, c'est 1 fois ou 2 ans. Ok. Donc, ça nous permet vraiment d'échanger avec la personne, de dire c'est quoi ses points forts, ses points faibles, ou plus les points à améliorer que des points faibles. Et donc, de permettre un partage, d'essayer de voir aussi la personne, c'est quoi ses intérêts, puis qu'est-ce qu'elle aimerait développer, puis de travailler autour de ça. Donc, ça permet aussi la mobilisation. Mais au-delà de ça, moi, j'utilise beaucoup des outils d'indicateurs de performance. J'y vais pas de façon individuelle. Je suis pas rendue à ce niveau-là avec mes équipes. C'est un groupe d'employés. J'y vais par groupe. Ouais. Et je le vise toujours. Dans le fond, là, quand je déploie des unités à valider, là, des indicateurs, ce que je vais essayer de voir, c'est comment je peux faire en sorte de jamais taper sur le monde. Mon but, c'est pas de taper sur le Tu monde. vas donner un défi, là, je dirais. Ouais, ça dépend toujours les équipes avec lesquelles que tu es. Ouais. C'est pas toutes les équipes tout qui le monde marchent qui bien marche avec de des même, défis. Là. Il y a ok. des secteurs qui marchent bien avec des défis, Ouais, d'autres pas. Par contre, il faut que tu essaies d'amener un souci de collaboration. Pourquoi, quand je fais de l'analyse code, j'ai un employé qui fait 17 minutes par dossier, l'autre en fait 30 par dossier? Donc, le but, c'est de dire, toi, t'en fais 17, toi, t'en fais 30. Comment vous pouvez travailler ensemble pour essayer de voir c'est quoi l'écart? Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Et comment on peut amener celui qui va moins rapidement, plus rapidement? Peut-être celui qui va trop vite. Donc, comment on peut ramener ça à un milieu? Comment on peut servir de l'expertise de l'un et de l'autre pour en arriver à développer quelque chose qui va faire en sorte que les gens des deux côtés vont être plus performants, mais sans qu'ils se sentent agressés ou atteints ou visés. Ouais. Donc, moi, je vise toujours, regarde, c'est normal, il y en a qui sont plus vite, il y en a qui sont moins vite, il y a peut-être des mondes qui ont des stratégies. Fait que tu vas plus avec l'entraide que par un peu la menace, là. Ben, c'est ça. Mon but, c'est pas la menace. Mon but, c'est en équipe, là, comment on s'aide pour aller plus loin. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de il y a une affiche qui existe, là, tout seul, on va très loin, mais non, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Okay. Donc, c'est un peu ça, là. Oui, je suis tout seul, je suis dans mon coin, je fais mes petites affaires, je vais vite, mais si je m'associe à des gens, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on va travailler beaucoup plus de choses en même temps. En plus, on va avoir plus d'impact, on va avoir plus de choses, donc c'est un peu ça, là. OK. En quoi les outils de performance vous sont utiles? En fait, moi, j'ai déployé plusieurs outils de performance parce qu'on avait des enjeux. Entre autres, on avait beaucoup de plaintes liées, par exemple, à la disponibilité de l'information au dossier. On avait beaucoup de plaintes liées au fait que les protocoles opératoires des chirurgiens n'étaient pas dictés. On avait des demandes d'accès, qu'on avait un retard de près d'1 an à HMR. Donc ça m'a permis vraiment, j'ai mis en place des indicateurs qui étaient en lien avec mes préoccupations de gestion, à savoir de rendre l'information accessible dans les temps opportuns. Donc, en lien aussi avec des délais légaux qu'on devait respecter. Donc, en mesurant, c'est un petit peu, ça revient à ce que je disais tantôt par rapport à la montagne, en mesurant, en faisant un état de situation de où est-ce qu'on est aujourd'hui, ça nous permet, versus où est-ce qu'on veut s'en aller, ça nous permet de dire, OK, c'est quoi mon écart? Puis de subdiviser ton écart en fragments, qui fait que c'est beaucoup plus facile à atteindre, mais pour ça, il faut que tu ailles mesurer. Donc, pour mesurer, parce que si tu ne mesures pas, tu n'atteindras jamais rien. Donc, en mettant en place des indicateurs qui te permettent d'aller mesurer le chemin parcouru, mais ça te permet de voir où est-ce que tu te situes. Ça te permet aussi d'aller féliciter ton monde, puis d'enlever des préoccupations aussi sur le terrain. Parce que quand j'ai un chirurgien qui dit hey, mon protocole opératoire, ça fait 2 mois, je l'ai dicté, puis que c'est supposé être dans les 7 jours, j'ai réellement un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon secteur, donc il faut vraiment que je me revire de bord. Ces indicateurs-là, maintenant qu'on a réussi à ramener, j'avais un délai quasiment d'1 an à HMR en accès à l'information, c'est ramené à 20 jours, qui est le délai légal. Même chose au niveau des protocoles opératoires, on est rendu à peu près à 3 semaines, on part de loin, là, on avait plus que 70 jours de retard, donc on est rendu, faut ramener à 7 jours, mais moi je le suis vraiment de façon bi-hebdomadaire. Donc les gens me fournissent les données où est-ce qu'ils en sont rendus, ça me permet
de voir tout de suite s'il y a des enjeux. Par exemple, j'avais un secteur qui faisait de la numérisation, puis là, whoop, j'ai vu des délais apparaître. J'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ces délais-là? Tout de suite, on a été en mesure de voir qu'il y avait un problème sur le terrain. Donc, ça me permet d'adresser rapidement les enjeux puis des problématiques avant que ça devienne irrésolvable, voilà. Donc, mais c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Les indicateurs, là, mais il faut toujours que ce soit basé sur tes préoccupations de gestion. Donc, c'est quoi ta préoccupation? Moi, ma préoccupation, c'est que l'information, elle soit dictée dans les 7 jours pour faire en sorte que mon patient en bout de ligne n'est pas pénalisé, que mon chirurgien a accès à cette information-là, puis qu'il n'est pas obligé de dire « Ah oui, c'était bien ça, mais 6 mois plus tard. » Il s'en souvient plus, il a passé plein d'autres cas, lui, il s'en rappelle plus. Il faut que mon usager, quand il demande un résumé de dossier, qu'il ne l'ait pas 6 ans plus tard, ça ne donne rien, il n'a besoin là. Donc, comment on fait pour répondre à cette accessibilité-là? C'est en suivant des délais d'accès, puis en monitorant. C'est ardu, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est essentiel. Comment gérez-vous le changement? En fait, des changements, c'est quotidien. Hein? Il y en a toujours de toutes sortes de sortes. Il y a différents changements. Il y en a des petits, il y en a des plus gros. Il y en a des structurels. Il y en a de changements de parts d'attache qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Il faut savoir que le changement, quand tu amènes un changement, il y a toujours des préoccupations que la personne va avoir. Donc, mais tant et aussi longtemps que ta personne, ton employé aura cette préoccupation-là, si elle est centrée sur lui, tu ne pourras pas le faire cheminer dans l'organisation. Il y a 7 niveaux de préoccupation. La première étant le changement sur la préoccupation liée au destinataire lui-même, donc à l'employé lui-même. Donc, quand tu viens toucher des choses personnelles, par exemple, tu l'éloignes. Par exemple, il perd ses gens avec lesquels il travaille. Donc, tout ça vient teinter le travail qu'on va avoir à faire. Le côté personnel, c'est celui-là qui est le plus difficile. Puis c'est pas parce que tu es rendu à la 4e phase de préoccupation que tu es correct. Ça se peut fort bien que ton équipe retombe à un changement, au changement lié au destinataire. Je suis en train de le vivre. Je fais un gros changement actuellement de relocalisation de 30 personnes qui sont actuellement dans 6 sites et on les déménage vers un autre site. Et là, ça amène beaucoup il y en a plusieurs qui vont devoir s'éloigner. Il y en a plusieurs qui avaient des super beaux bureaux. Fait que pour eux autres, ils ne voient pas la plus-value. Mais pour l'organisation, c'en est une. Donc, comment tu arrives à les faire cheminer? C'est beaucoup par la communication. C'est beaucoup aussi par l'écoute. Il faut que tu écoutes tes gens. Là, à l'heure actuelle, on a fait faire une visite et là, ils ont comme entendu qu'il y avait de l'amiante dans les murs. Fait que là, on est retombé à la base. On est revenu au changement lié au destinataire. Hey, notre santé à nous, qu'est-ce qui va arriver? On est inquiet, il y a de l'amiante. Il y en a dans tous les hôpitaux du Québec, mais c'est pas grave. Là, il y en a là à l'IMSM. Donc, comment nous, comme personne, on est inquiète pour notre santé. Donc, c'est d'aller chercher les informations, d'aller chercher les informations à la source. Donc, on va au bureau de santé, on va aller à ce moment-là s'associer avec les gens du bureau de santé qui nous expliquent c'est quoi les risques de l'amiante pour qu'après ça, on puisse les diffuser. Mais ça veut dire que c'est énormément de présence sur le terrain, c'est énormément de discussion avec nos gens. Il faut être à l'écoute. Il faut essayer de comprendre. Ce qu'ils vivent n'est pas facile. Il ne faut pas penser que le changement est facile. Il y en a qui perdent des amis de longue date. Mais le changement va se faire et après ça, on va être capable de passer à autre chose. Mais c'est certain que tout changement, même petit soit-il, des fois, là, c'est juste parce que la personne a peur qu'on y enlève certaines tâches qu'elle faisait. J'en ai une employée qui c'est ça. Elle est extrêmement résistante. On n'arrive même pas à travailler avec cette personne-là parce qu'elle perd des tâches qu'elle faisait, mais c'est plus des tâches qui appartiennent à notre secteur. Donc, moi, elle n'a plus besoin de les faire, ces tâches-là, mais elle ne veut pas les lâcher. Parce qu'elle était habituée, c'était ça qu'elle aimait faire. C'est ça. Fait que là, c'est sûr que c'est vraiment très difficile. Et dans certains cas, ça va, comme dans ce cas-ci, avec des mesures disciplinaires. Ça va avec, on s'associe beaucoup à ce qu'on appelle, nous, le développement organisationnel, où est-ce qu'on a des
des spécialistes en gestion de changement qui nous accompagnent, nous les gestionnaires, dans ce processus-là, de pouvoir soutenir nos équipes. Mais dans certains cas, ça va passer par des mesures disciplinaires, malheureusement. Et c'est pas là qu'on veut en venir parce que c'est pas ça qu'on vise, mais ça peut être ça aussi le bout de la ligne. Mais sinon, c'est vraiment d'écouter nos gens, d'essayer de voir... beaucoup de communication pour beaucoup de communication, mais beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui par rapport à ce projet-là? Ça, c'est la question. La question gagnante, elle s'appelait comme ça, c'est pas pour rien. D'écouter les inquiétudes, puis ça va vous pister sur des éléments que vous pouvez mettre en place. Puis peut-être désamorcer aussi. Parce que dans certains cas, tu sais, comme le cas de l'amiante, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. C'est tout pris en charge. Il ne ferait pas travailler 400 personnes là-dedans. Puis il n'hébergerait pas 500 usagers si c'était dangereux. C'est ça. Donc, mais il reste que la préoccupation. C'est une forme... Tu sais, des fois, tu vas utiliser les moyens que tu as pour essayer de faire ralentir un processus, dire « Hey, on va le bloquer. On va dire qu'on est inquiète par rapport à ça. » Fait que c'est de désamorcer ça. Désamorcer aussi les rumeurs. Ça, c'est la pire des affaires. Là. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, il faut que tu ailles tout de suite à la base, à la source, puis vraiment désamorcer, dire « Vous allez entendre ça, c'est pas vrai. Parce que c'est ça. Ou, c'est vrai. Ce qui s'en vient, ce qui va être dit, c'est pas une rumeur, c'est vrai. Mais, il y a des mais. Il y a des... Fait qu'il faut que tu ailles donner l'heure juste. Faire sortir le positif, puis vraiment communiquer toute l'information possible aux employés. C'est ça. C'est bon. Où est-ce que tu vois l'organisation dans 5 ans, dans la gestion des ressources humaines? Ben, je pense que actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'organisation tente de plus en plus d'outiller les gestionnaires à faire une meilleure gestion de changement, ne serait-ce que par la présence du développement organisationnel dans nos secteurs, leur collaboration dans nos projets, on le voit déjà. Donc, je pense qu'on fait de plus en plus attention. La gestion des ressources humaines, la ressource humaine, là, c'est notre matière première. C'est compliqué, mais non, pas tant. C'est juste que c'est notre matière première. Si on crache dessus, on ira pas loin. Non, c'est sûr. Donc, il faut la valoriser, il faut y faire attention et il faut faire en sorte que notre organisation elle soit en santé. Je pense qu'il faut travailler vraiment dans ce sens-là. Où se situera notre organisation dans 5 ans? Je peux pas le dire parce que je suis pas la direction des ressources humaines. Par contre, moi, je peux le dire par mon secteur où est-ce qu'on vise à faire en sorte que nos gens soient bien, qu'ils aiment travailler dans notre secteur et que notre secteur soit reconnu pour ça et que les gens aient le goût de s'en venir. Parce que plus les gens vont avoir le goût de s'en venir dans mon secteur, moins j'ai de taux de roulement, plus les gens sont satisfaits, plus ça amène une dynamique. Donc, c'est un peu ça. J'imagine aussi les budgets du gouvernement, ça fait changer beaucoup tout le temps la vision, peut-être sur 5 ans. Mettons, non. Quand tu as un nouveau gouvernement qui fait des coupures, ça fait pas beaucoup de changements dans l'organisation? Ben, je dirais que dans le fond, avec le dernier gouvernement, on a eu des grosses coupures. Mais on a réussi à le faire quand même respectueusement, en respect des gens qui étaient sur place. Les postes que j'ai coupés, c'est des postes qui n'étaient pas dotés. On a réorganisé des choses. Il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a d'autres choses qu'on va faire. Mais il reste qu'on est quand même comme gestionnaire à la défense de nos employés. Et moi, je me fais un devoir si je vois qu'ils sont capables d'en prendre plus, ils vont en prendre plus. Mais s'ils sont au bout de la corde, je vais me braquer, là, puis je vais le nommer, puis je vais mettre tout en œuvre pour démontrer ce qu'ils font. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qu'ils font. Et malheureusement, le service des archives est un des méconnus. Les archives, c'est pas connu dans l'organisation. C'est plate des dossiers. Pourtant, c'est au cœur de tout. Si le dossier patient ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche dans l'organisation. Si moi, mon dossier ne suit pas, là, quand tu viens pour mettre en place un projet sur un étage, ça marche pas. Fait que faut que le dossier marche, surtout dans un contexte où on est informatisé, où ce que toutes nos banques de données se communiquent une entre elles. S'il y a une information qui ne se rend pas là,
ça marchera plus, là. Tout le Ouais. reste Tout est fonctionnera pas, corrélé là. un peu, là. Ben oui, c'est un engrenage. Ouais, ouais. Fait que si tu me remplis pas ça, si tu me complètes pas le dossier, essaye pas de faire une admission. Faut que il y a des étapes à respecter. Mhm. Et si tu fais pas telle affaire, après ça, ça va avoir des impacts à un autre niveau. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout un... Les processus, c'est vraiment quelque chose, là, parce que tout le processus de rendez-vous, le processus d'accueil, mais tout ça touche le patient. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, ton patient, là, c'est lui qui est au cœur. Le dossier, c'est une chose, sauf que lui, il rentre à l'urgence, il rentre à l'admission, il s'en va sur un étage. Le dossier vous suit. Il se passe de quoi? Ben, c'est ça. Le dossier suit, c'est ça. Le dossier suit, les informations suivent, et c'est toute une boucle. Après ça, tu t'en vas en CLSC, tu pars de l'hôpital, tu t'en vas en CLSC, mais comment on fait pour transiter les informations de l'un à l'autre? Mhm. Puis là, tu sais, c'est quelque chose. C'est juste un engrenage qui est déficient, là, tout plante, c'est ça. Toute plante. Ouais. C'est ça.